Eh ben, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve Georges Tira. Et ceux qui n'ont pas encore donné à la campagne de Midrashet Yehuda, n'hésitez pas. Et si vous n'arrivez pas à donner, j'ai des gens comme ça, Brigitte. N'hésitez pas à appeler Brigitte, à appeler Odile. Vous m'envoyez un SMS et les gens vous contacteront parce que il y en a qui n'arrivent pas. Donc, n'hésitez pas à dire on n'arrive pas, on vous contactera par téléphone. On continue avec les Juifs de Pologne. On est impatient d'avancer au niveau chronologique avec toi, Georges Bechavod. Merci, Johan. Merci. Tu me mets en grand. Voilà, tu me mets en grand si c'est possible. Ça, je ne suis pas perturbé par mes gentils auditeurs. Voilà. Et je voudrais embrayer quand même sur ce que vient de dire Brigitte, pour être conscient que dans le temps, les cours étaient donnés dans un centre. En principe, c'était à Chiba les dernières années, et que chaque fois qu'on venait à un cours, il fallait qu'on paye son écho. À l'époque, c'était 25 shekels par personne, et pour chaque cours. Donc maintenant, comme les cours sont faits par Zoom, eh bien, on a l'impression que ça roule tout seul. Mais il faut quand même savoir que la majorité des intervenants qui donnent des cours, des rabbins, des penseurs, des professeurs, sont des gens pour qui les cours sont leur gagne-pain. Donc, la Midrashet est obligée de leur verser un salaire et les dons que vous êtes prêts à faire permettent de verser les salaires à ces professeurs. Donc, c'est important. S'il n'y a pas d'entrée, il y a des cours qui seront fatalement supprimés. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Le mien ne sera pas supprimé, il continuera. Je vous rassure. Voilà. Et puis, on va commencer par de bonnes nouvelles parce que ça fait du bien. On a des naissances chez Yitzhak et Ruti Birman. Ils ont eu une arrière-petite-fille, donc on leur dit un grand Mazel Tov. Ce n'est pas la première, hein, je vous rassure. Il y en a plein d'autres déjà. Et puis chez nos amis Francis et Régine Marx, alors là, ils font coup double. Ils ont un arrière-petit-fils qui est né chez un de leurs petits-enfants et une arrière-petite-fille qui s'appelle Naama qui est née chez une autre de leurs petites-filles. Donc à eux également, Mazel Tov, ce sont de bonnes nouvelles, il faut les prendre, il n'y en a pas tellement par les temps qui courent. Voilà, et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vous fais un résumé vraiment très très court parce que la dernière fois, aujourd'hui et encore la prochaine fois, ce sont des résumés de ce que nous avions déjà vu ensemble il y a 3 ans. Mais il faut que je vous remette un petit peu, qu'on se remette tous ensemble un petit peu dans le bain pour comprendre la suite de l'histoire. Donc, c'est juste quelques points de repère comme ça. Ce n'est pas l'histoire chronologique que je vous rappelle. Alors, la dernière fois, on avait vu 2 chiffres importants qui définissent le judaïsme de Pologne. En 1939, il y a 3,5 millions de juifs en Pologne, 3,5 millions, et en 1945, il y en a 250 000. Tous les autres, 92 à 93% de la communauté, a été décimée dans les camps nazis. C'est un chiffre vraiment important. Alors, d'autres façons de définir ce judaïsme, ce n'est pas, contrairement à l'image d'Épinal, des shtetl et que des shtetl, bien sûr, il y a les shtetl, les villages, les bourgades. On va voir ce soir comment elles se sont constituées, mais il y a aussi un judaïsme des villes, dans les grandes villes, qui est très très différent, qui est beaucoup plus ouvert, plus tourné vers la modernité, nous verrons ça. Mais ce qui sous-tend tout ce judaïsme, c'est leur langue très particulière, le yiddish, qui est matiné de la langue vernaculaire et de l'hébreu mélangé. Alors, selon les régions de Pologne, il y a un peu plus de polonais, un peu plus de russe, un peu plus d'allemand, c'est variable, mais c'est une langue commune à toute cette communauté. Nous avons vu aussi comment on est passé de la Pologne tolérante et ouverte et accueillante pour les Juifs à une Pologne anti-juive à un degré invraisemblable. Ce qu'on a vu également, c'est qu'il y a une forte émigration qui définit aussi ce judaïsme polonais, et ces Juifs, en arrivant dans leur pays de destination, ont constitué ce qu'on appelle les Landsmannschaften, des associations des originaires de Varsovie, Cracovie, Breslau, peu importe. Et ces associations avaient 3 fonctions. Premièrement, évidemment, le souvenir, la mémoire.
Deuxièmement, une fonction sociale de rencontre et surtout une fonction d'entraide. On verra que ces Landsmannschaften sont encore actives aujourd'hui avec un projet très particulier, mais ce n'est pas le moment de vous en parler maintenant, ce sera un petit peu plus tard. Alors, on a vu également que la Pologne, là nous parlons vraiment de la Pologne, pas des Juifs en Pologne, a changé 7 fois de carte entre 963 et 1500, pour finir en 1795 par être tout simplement rayée de la carte géopolitique de l'Europe, puisqu'elle a été partagée, démantelée entre les Habsbourg, les Russes et les Suédois. Voilà, donc une Pologne qui va disparaître pendant 130 ans, de 1795 à 1918, après la Première Guerre mondiale. Alors, dans ces découpages dont je vous ai parlé tout à l'heure, évidemment, les Juifs sont ballottés de droite et de gauche. Ils sont tantôt polonais parlant yiddish, tantôt ils sont sous régime allemand parlant le yiddish. Il y a aussi des Juifs polonais qui sont nés, qui ont grandi, par exemple, dans une région allemande. Où est-ce qu'il faut les cataloguer? Comme Juifs polonais ou comme Juifs allemands? On ne sait pas. C'est assez difficile, c'est confus, c'est compliqué. L'histoire des Juifs en Pologne commence il y a longtemps, après la destruction du Deuxième Temple, dès l'an 70, après 71, il y a quelques Juifs qui sont arrivés en Pologne, mais ce n'est pas très significatif. Un peu plus important, c'est la conversion des Khazars au judaïsme. Alors, je vous rappelle que ça n'est pas tous les Khazars, mais uniquement la noblesse khazare qui s'est convertie au judaïsme et qui a certainement contribué à la population juive de la Pologne. Mais là-dessus, il y a beaucoup de débats. Le grand défenseur de cette idée, c'est Arthur Koestler, mais il y en a d'autres qui la combattent. Par contre, oui, la véritable arrivée des Juifs en Pologne commence dans la deuxième moitié du Xe siècle. Alors, là, il n'y a pas encore les croisades. Les croisades vont faire une deuxième vague très importante de Juifs allemands qui arriveront en Pologne. Ça, c'est attesté complètement. Mais deuxième moitié du Xe siècle, les Juifs arrivent en Pologne parce qu'un appel est fait à leurs compétences, à leur savoir. La Pologne, à l'époque, est un État païen, important, on est au Xe siècle. Un État païen, inculte, et donc les Juifs qui arrivent savent lire, écrire, compter, et ils vont aider le roi à gérer sa Pologne. Voilà. Ça, c'est la deuxième moitié du Xe siècle. Il y a une première dynastie qui monte sur le trône, les Piast, qui vont durer de 966 à 1370, c'est donc près de 400 ans. Et ça commence par un royaume. Et de la même manière que dans les pays européens, ce royaume va petit à petit se transformer en féodalité, c'est-à-dire des petits comtes, des ducs, des princes locaux, des potentats locaux qui vont prendre un pouvoir économique et politique important et de ce fait, qui vont... Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer ma machine là pour enregistrer. Voilà, et donc on va avoir une Pologne assez morcelée au plan politique. C'est très important pour nous Juifs. C'est vraiment important. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, ça c'est la dynastie des Piast. Alors il y a des gens très bien là-dedans. Il y a par exemple Boleslas le Pieux, qui en 1264 édite la charte de Kalisz, qui sera ratifiée à différentes reprises, qui donne une autonomie très importante aux Juifs, énormément de droits, de propriété, d'autonomie interne, de droits de religion, enfin une charte extrêmement positive, qui sera notamment confirmée par Casimir le Grand. C'est 1310-1370, après la dynastie des Piast disparaîtra. Alors Casimir, c'est intéressant parce qu'il avait une maîtresse qui s'appelait Esterka, qui était juive, une très très belle femme, et on attribue à Esterka le fait
Casimir était aussi philosémite, si on peut dire. Alors lui, il avait un principe, un roi, un droit, une monnaie, pour essayer d'unifier son territoire. Ça n'est pas très très facile. À la même époque, fin du XIVe siècle, la Lituanie commence à devenir chrétienne. La Lituanie qui se situe à côté de la Pologne. J'ai sorti une petite carte ici, vous arriverez peut-être à voir quelque chose. Voilà, attendez voir, voilà. Là, vous avez la Pologne, elle se promène où? Elle se promène là, vers ici. C'est une des cartes de la Pologne, hein. Et vous avez la Lituanie qui est à côté de la Pologne, ici. Voilà. Là, nous avons l'Ukraine. L'Ukraine, on en parlera tout à l'heure. C'est un grand pays, la Pologne. Donc, la Lituanie commence à devenir chrétienne, progressivement, monte sur le trône de Lituanie, de Pologne, les Jagellons. Jagellons, c'est la deuxième dynastie. Et sous Ladislas II, un des rois Jagellons, il y a des petites communautés juives dans une vingtaine de bourgades de Pologne. Et c'est à la même époque d'ailleurs qu'à Cracovie, qui est la capitale de la Pologne, à l'époque c'est pas Varsovie, est créé un quartier qui est très réputé, le quartier de Kazimierz, qui est le quartier juif qui se situe au pied du château en guise de protection, si vous voulez. Donc le roi de Pologne protège ses juifs et leur aménage un quartier au pied de son château pour avoir l'œil sur eux et pour pouvoir les protéger. On trouve à Kiev, Kiev c'est en Ukraine, on trouve des juifs qui sont venus de Byzance et de même également à Lvov. On trouve également des juifs venus de Byzance et de Turquie. C'est loin quand même. À l'époque déjà, 15e siècle, 16e. Alors les juifs s'occupent de commerce, évidemment, très souvent. Et dès le 9e siècle, il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui sont réalisés par un groupe de juifs venus du sillon rhodanien en France, qu'on appelle les Radhanites, qui ont traversé toute l'Europe centrale pour faire des affaires, acheter de la fourrure, acheter aussi des esclaves, il faut le dire, c'est vrai. Les échanges se faisaient à Magdebourg. Et puis, pour montrer à quel point les Juifs sont intégrés, ils ont même le droit de frapper monnaie. Et on trouve des pièces de monnaie polonaises avec, en hébreu, écrit le nom du monsieur qui a frappé cette monnaie. Donc, vous voyez là une Pologne qui ne correspond absolument pas à ce que nous en savons en général, une Pologne très tolérante, très ouverte et prête à recevoir les Juifs, qui évidemment lui apportent leur savoir-faire. Et on va continuer. Alors, les nobles de Lituanie vont faire, je vous rappelle que les Lituaniens ont commencé à se christianiser au XIVe siècle, fin du XIVe. Les nobles de Lituanie vont aussi faire appel aux Juifs parce qu'ils reconnaissent complètement leurs compétences dans le domaine de l'artisanat, du fermage, de l'orfèvrerie et du commerce de l'argent. Et du coup, cette fameuse Lituanie devient véritablement, c'est surprenant que je vous dise ça, une terre d'asile pour les Juifs. Ça va durer un petit moment, ça ne va pas durer tout le temps. Alors, je vais encore avant de parler de Chmielnicki, je vais encore vous donner quelques points qui sont caractéristiques des Juifs de Pologne. On est toujours dans le résumé de ce que nous avons déjà vu ensemble. Le premier point est que on trouve au XVe siècle, en Pologne et en Lituanie, une soixantaine de communautés. Une soixantaine. À Breslau et à Gdansk dans l'ouest, à Kiev, à Kamenets-Podolsk à l'est. Environ 20 à 30 000 juifs, 15e siècle, 1480 par là. Ce sont des estimations, évidemment, on n'a pas des chiffres très, très précis. Alors, il y a un certain nombre de villes quand même, en Pologne et en Lituanie, qui sont non tolerandis, c'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas la présence de juifs dans leurs murs. C'était le cas d'un certain nombre de villes, mais la majorité
autorise les Juifs à résider soit dans la ville, soit dans la périphérie immédiate, avec une bonne protection. N'oublions pas que même si on rentre dans une période de féodalité, les rois de Pologne couvrent les Juifs. Ils sont leur propriété du roi de Pologne, mais ils les protègent dans la mesure où ça peut se faire, parce que quand vous avez des féodalités, évidemment, le pouvoir central s'effrite un petit peu. Alors, et ça, c'est un point très important pour la suite. On crée petit à petit de nouveaux centres juifs et on s'installe dans des villes privées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de villes privées? Ce sont des villes qui sont fondées par la noblesse et dans lesquelles les Juifs ont des privilèges. Alors, voilà ce qui se passe, car par cette féodalité, on crée des villes de toutes pièces, propriété intégrale d'un noble. Mais je vais plus loin. Il y a des Juifs riches qui ont été propriétaires de villages complets, de villages entiers. Donc, voilà un rapport de force économique qui se met en place. Donc, des villes privées sont fondées, les Juifs ont des privilèges particuliers, parce qu'encore une fois, ce sont des gens compétents, etc. Alors, ils s'installent aussi dans des villages et dans des domaines que les nobles afferment aux Juifs. Et ça va être la source du grand problème de Chmielnicki. Dans ces villes privées, les Juifs doivent participer. Écoutez bien, on a affaire là à des Juifs très religieux. Ils sont tenus de participer à la défense de la commune, à tel point que dans les provinces de l'Est de la Pologne, les synagogues sont construites soit en bois, soit en pierre avec un toit plat et des créneaux, et de là, ils peuvent défendre leur synagogue. C'est intéressant, c'est peut-être une leçon qu'on devrait donner à certaines personnes dans notre beau pays. Voilà, je m'arrête là. Ces synagogues, en réalité, ont un véritable rôle stratégique de défense du village. Alors, évidemment, les villages sont majoritairement juifs, très souvent, mais pas que. Il y a quand même des chrétiens, et les juifs ont un rôle à remplir. Par exemple, à Rezov, on exigeait que chaque juif, chaque chef de famille, ait autant de fusils que d'hommes à la maison, et qu'il garde des cartouches, 3 livres de poudre à canon, des boulets et 4 canons avec leurs boulets pour défendre la synagogue. Donc, ce n'est pas de la bricole. Des canons sur le toit de la synagogue pour défendre le Beth Knesset, mais également le village derrière. Et un juif qui savait tirer devait surveiller 24 heures sur 24, par rotation évidemment, le matériel disposé sur le toit de la synagogue. Alors, encore une fois, les Juifs sont théoriquement sous l'autorité du roi, mais en fait, ils dépendent de plus en plus de la bienveillance des magnats. Qui sont les magnats? Les magnats sont ces nobles, justement, et là aussi, on va avoir une fracture. Ce sont des nobles qui ont de grandes propriétés agricoles. Il y en a beaucoup. Et les Juifs administrent ces propriétés agricoles. Un peu plus tard, nous verrons que certains magnats vont créer ce qu'on appelle des latifundia. Des latifundia, ce sont d'immenses terrains. On parle là de milliers de hectares, très mal exploités, avec une très mauvaise productivité agricole, qui sont achetés à vil prix, avec des conditions fiscales extrêmement intéressantes par un certain nombre de nobles. Ce qui fait que les nobles moyens entre les deux, entre les propriétaires, les magnats des latifundia et la population, vous avez une couche de nobles là qui sont en fait dévalorisés dans l'échelle sociale, qui régressent dans l'échelle sociale. Évidemment, ça ne va pas se passer très très bien, vous imaginez. Et là-dedans, ben c'est pour après. On va trouver nos juifs. Voilà. Alors, les magnats protègent eux aussi les juifs, ils ont intérêt parce que les juifs gèrent leurs affaires, évidemment. Et dans la première moitié du XVIIe siècle,
donc entre 1620 et 1650, il y a entre 750 et 900 nouvelles villes. Nouvelles villes, il faut prendre ça entre guillemets, c'est des gros bourgs ou des villages qu'on appelle des miateski. Excusez mon polonais, il n'est pas très bon. Surtout que c'est du lituanien, c'est pas du polonais. Mais c'est pas meilleur pour autant. Donc, ces villages nouveaux où évidemment il y a beaucoup de juifs avec des privilèges, avec des chartes, et le statut social des juifs s'améliore considérablement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup sont marchands, voyagent beaucoup à Lublin, à Yaroslav, mais pas seulement, également en Allemagne et dans tout l'Empire ottoman, et assurent un échange de marchandises entre ces différentes régions et la Pologne. Ils sont aussi à Renda. Alors, à Renda, c'est l'administrateur d'un domaine. Et c'est là le nœud du problème. Administrateur d'un domaine, ils reçoivent une part du revenu de ce domaine comme garantie pour des prêts qu'ils ont accordés aux nobles pour acheter ces domaines. On marche un peu sur la tête. Hein. Ils ne peuvent pas les acheter eux-mêmes parce que on leur met des bâtons dans les roues, ce n'est pas très facile. Je vous ai dit, il y a des juifs qui étaient propriétaires d'un village avec les terres, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale, ce sont des nobles polonais qui achètent les terres. Et donc, ils ont besoin d'argent, les juifs leur en prêtent, moyennant quoi ils reçoivent une part des bénéfices dégagés sur ces terrains. Voilà. Alors, quand un juif a abahi plusieurs domaines, ce qui arrive, il a le droit d'y installer d'autres juifs et il les ramène. Et ces autres juifs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont très souvent être aubergistes, meuniers, tenanciers de viviers à poissons. Ça, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on avait déjà des fermes de poissons en Pologne. Et de cette manière, les Juifs pénètrent le monde agricole. Seulement, il y a une tension constante entre les serfs ukrainiens ou lituaniens, surtout ukrainiens, et les nobles. Et entre les deux, on trouve notre brave Juif qui est fondé de pouvoir, si vous voulez. Alors, il est responsable aux yeux de la population des mauvaises conditions de vie qu'ils ont. Ils savent bien sûr que c'est le noble qui est derrière, mais considèrent le juif comme étant absolument solidaire des intérêts du noble contre les serfs des villages. Alors, il y a une tension constante et c'est ce qui va nous créer des problèmes. Ils voient les juifs comme l'exécutant de l'exploiteur polonais des serfs ukrainiens ou lituaniens, surtout ukrainiens. Donc, c'est un gros problème. Alors, évidemment, les Juifs assurent le contrôle des exportations de tous les produits agricoles. Ce faisant, ils deviennent indispensables pour le roi ou pour les princes pour le ravitaillement de leurs armées. On a connu cette situation avec Cerf-Vert en France, qui alimentait, qui nourrissait les armées du roi. Donc, ce sont des gens qui ont une situation extrêmement importante, stratégique, il faut le dire, stratégique. Mais ça les met aussi dans une position difficile. C'est cette époque-là, on est là au début du XVIIe, fin XVIe, début XVIIe, c'est l'origine de ce qu'on a appelé le Hofjude, je vous traduis ça tout de suite. Le juif de cour, ce juif dont la fonction était extrêmement importante, stratégique encore une fois, au regard du roi, du prince, du duc ou du comte, par les apports qu'il faisait pour l'armée et par l'aide qu'il apportait à l'armée. Le système du Hofjude a perduré au XVIIe et au XVIIIe siècle, également en Europe occidentale. Par exemple, lors de guerres franco-allemandes, je ne parle pas du XXe siècle, hein, je parle d'avant, vous aviez un juif, par exemple en Alsace, et un juif en Allemagne. Les troupes françaises avaient besoin de chevaux, les troupes allemandes avaient besoin d'avoine pour leurs chevaux. Alors les juifs, ils sont transfrontaliers. Le juif français vendait des chevaux à son collègue allemand, lequel vendait de l'avoine à son collègue français, tout le monde était content. Eux, ils faisaient leur petit boulot et les armées étaient fournies. Donc, ce juif
entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, cosmopolite, mais c'est ça. Il est transfrontalier. Il y a une unité dans le monde juif qui est différente un peu, à cette époque-là, je parle, des fractures qu'il y a entre le peuple russe et le peuple polonais à l'époque. Voilà, le Hofjude. Donc, ce juif de cour a une fonction extrêmement importante. Après 1623, non, alors, excusez-moi, j'ai pris les choses à l'envers. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. L'importance des Juifs dans les villages, leur rôle d'administrateur de biens pour les nobles polonais. D'ailleurs, au passage, je vais quand même vous rappeler une petite histoire. La sacro-sainte tenue des Juifs religieux, le Streimel et le Kittel. Ah, c'est vraiment quelque chose de... Kodesh, 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 c'est même marqué dans la Torah. Sauf que, les Tatars de Crimée portaient un Streimel. Et surtout, les nobles de Pologne portaient cette tenue, une jaquette noire et un Streimel sur la tête. Pourquoi un Streimel? Parce que c'est un chapeau qui tient chaud et que c'est un pays froid, tout simplement. Et puis arrive à la cour de Pologne Voltaire, début du XVIIIe. Et lui, il vient avec la tenue de la France, une jaquette longue, et puis des bas blancs, et puis un haut de chausses, etc. Ah, ça plaît énormément aux nobles polonais, qui adoptent les tenues, la mode vestimentaire de Paris, si on peut dire, et qui impose aux Juifs de porter le kittel et le streimel. Pourquoi? Parce que sur les terrains, quand le noble vient se promener, il y a les serfs qui travaillent. Puis il y a les Juifs, ben, ils sont habillés pareil. Alors comme ça, on peut les distinguer sur les terrains. De loin, on les repère. On repère l'intendant. Et donc c'est une tenue qui leur a été imposée un certain temps par les nobles polonais. Donc toute la sainteté du Streimel et du Kittel, alors après on lui a donné beaucoup de significations. Le Streimel est fabriqué avec 13 queues de zibeline ou de vison de je ne sais pas quel animal, parce que ça représente les 13 attributs de la foi, etc., etc. On peut trouver beaucoup d'explications. L'origine historique, c'est la tenue des nobles polonais. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec cette tenue qui est un petit peu curieuse dans un pays aussi chaud que le nôtre. Mais bon, c'est une parenthèse. Ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est le Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, les 4 pays en question, c'est la Grande Pologne, la Petite Pologne, la Ruthénie et la Volhynie. Je vous passe les détails où ça se situe sur la carte, ce n'est pas essentiel. Et au départ, aussi la Lituanie. La Lituanie qui va s'en séparer en 1623. Le Conseil des 4 pays fonctionne de 1580 à 1764. Il se réunit régulièrement à Lublin pour discuter des problèmes de la communauté. Ce qui est très important de noter, c'est un statut unique dans toute l'histoire de la diaspora juive, et unique au sens positif du terme. Les communautés juives de Pologne et de Lituanie sont en expansion au XVIe, XVIIe siècle. Elles ont du poids et elles obtiennent progressivement de plus en plus d'indépendance. Le Conseil des 4 pays a le droit de juger les Juifs en interne, de régler les problèmes familiaux. Enfin, il a une volée de droits juridiques extrêmement important, extrêmement important, qui donne toute son autonomie à la communauté juive. Alors évidemment, je vous ai dit tout de suite comment c'est constitué. Le patron, c'est le grand rabbin de Pologne, est désigné par le roi, mais pas très longtemps. Très rapidement, il sera désigné en interne par la communauté elle-même et tout simplement confirmé par le roi. C'est une institution unique dans l'histoire des Juifs et qui montre, alors que l'antisémitisme se développait déjà, mais qui montre quand même un poids, une importance économique, sociale, politique de la communauté juive de Pologne par rapport
au roi et à la noblesse. Alors, ils exercent leur autorité sur toutes les communautés et alors, le roi a un intérêt dans cette histoire-là aussi, c'est d'avoir une direction centralisée des Juifs, ce qui permet surtout une récupération plus aisée des impôts. Et quand même, il y a une question de gros sous. Et si on a un partenaire désigné pour représenter tout un groupe, c'est plus facile que d'aller chez chacun. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone à l'époque, c'est plus compliqué. Donc, c'est un moyen d'assurer l'entrée des impôts, la collecte des impôts pour l'État. Et la direction sera évidemment confiée à un rabbin. Excusez-moi une seconde. En 1503 déjà, ça c'est très très tôt, bien avant la création du Vat Arba Arzot, Yaakov Polak est désigné grand rabbin de Pologne. 1503. Il a à l'époque déjà une autorité absolue sur les règlements des conflits entre juifs et pour améliorer la morale, rectifier ce qui est mal, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, et évidemment, il a toutes les prérogatives rabbiniques en ce qui concerne l'interprétation de la Torah. Un tout petit peu plus tard, la nomination de ce grand rabbin sera faite en interne dans la communauté, et donc, vous voyez ce que ça peut créer comme petit problème. On en a une illustration locale lorsqu'il s'agit de désigner les grands rabbins d'Israël, mais c'est une autre affaire. En 1550, le roi Sigismund accorde officiellement aux Juifs le choix de leur grand rabbin. Donc, il accepte de se défaire d'une de ses prérogatives. Il n'aura jusqu'à confirmer le choix d'un aéropage. Le Réma, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, semble avoir rempli cette fonction à un certain moment. Donc, personnage important. Même chose en Bohême-Moravie, en 1577 est accordé aux Juifs le droit de choisir leur grand rabbin, et on trouve comme nom des premiers grands rabbins en Bohême-Moravie, pas n'importe qui, le Maharal de Prague, et un peu plus tard son frère. Donc c'est vraiment une fonction très très importante. La charge doit être approuvée par la majorité de la communauté, on est très démocratique et on vote, et la nomination est faite pour 1 an et renouvelée. Alors, partout, les Juifs expriment leur volonté d'être autonomes. Donc, c'est véritablement une communauté à l'intérieur de la communauté polonaise. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la direction des affaires juives passe à des chefs élus et aux grands érudits. Ah, on va changer de représentant là. Les grands érudits sont considérés comme représentant les pays. Les chefs élus, ce sont les gens puissants de la communauté, les riches de la communauté. Vous voyez tout de suite les problèmes qui vont poindre, qui vont prendre la direction de ce VAD, cette institution des 4 pays. En 1569, alors là, la Lituanie va se séparer du VAD Arba Arzot, ce ne sera plus que le VAD Shalosh Arzot, pour des raisons de politique interne. Les élus lituaniens le seront pour 3 ans et non pas pour 1 an, et ce sont 9 chefs de communauté, plus 3 rabbins, qui vont diriger ce VAD en Lituanie. Et un tout petit, alors, ça c'est un temps. Ce VAD de Lituanie reste associé au VAD de Pologne. Il va par contre se scinder complètement en 1623, où le Conseil de Lituanie se forme sur le même modèle, avec l'accord des communautés de Brest-Litovsk, Grodno et Pinsk, et plus tard, elles seront rejointes par Vilnius et Slutsk. Alors, on fixe les limites géographiques de chaque juridiction. C'est-à-dire, les choses sont bien claires. N'oublions pas, la Pologne et la Lituanie forment un tout jusqu'en 1795. Donc, dans ce tout,
le VAD de Lituanie définit très exactement les zones d'influence de son comité et de même les Polonais. On forme des districts. Bon, voilà, c'est une organisation pyramidale tout à fait classique. Alors, en Pologne, la structure légale est à peu près la même et il y a le district de Grande Pologne qui est dirigé depuis Poznan. On a les rabbins des trois pays, donc vous voyez que tout est organisé pour une parfaite autonomie de toutes ces communautés juives. Le conseil est basé sur le système bien rodé des communautés juives, donc toujours cette organisation pyramidale, et je vous en donne une illustration. En 1599, Cracovie édicte une ordonnance fixant les institutions. La structure de Arba Arzot, voilà, des quatre pays, est dirigée de la manière suivante. Il y a 4 dirigeants, un pour chaque pays, donc le grand patron, si vous voulez. Un homme puissant, en principe évidemment fortuné. Il y a 14 communautés. Donc une communauté, c'est une communauté avec une région environnante qui est représentée par la communauté centrale. Il y a 3 dayanim de 2e rang, des juges, 3 juges de 3e rang, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, 3 gardiens des comptes, 5 gabaïm, des présidents, 5 notables en charge des orphelins. C'est très intéressant ça parce que ça nous indique qu'il devait y avoir certainement beaucoup d'orphelins. Il y avait beaucoup de décès en couche aussi, de mères qui... Voilà, beaucoup d'enfants aussi qui mouraient en bas âge. Et puis des syndics dont le rôle est de collecter l'impôt, de même que les taxes sur l'alcool. Mais ils auront encore d'autres fonctions. Les fonctions de chaque groupe sont précisées et les syndics doivent visiter une fois par mois les maisons qu'ils supervisent pour les besoins de la tzedaka. Donc au-delà de l'impôt, ils s'occupent de la tzedaka, récolter l'argent de la tzedaka, le mikvé et les boucheries. Voilà. L'autorité des dayanim est fonction de leur rang. Ça, c'est assez logique. Et le Av Beddin, évidemment, domine tout le monde, c'est le patron, c'est le guide spirituel. Dans les grandes communautés comme Poznan ou Cracovie, il y a aussi un shamash, un chazan, un shochet, des maîtres, un shtadlan. Le shtadlan, c'est quelqu'un qui essaye de résoudre les différends qu'il y a entre deux juifs, une espèce de ombudsman moderne. C'est son rôle. C'est intelligent déjà. À l'époque, au lieu de se taper dessus, on va essayer de trouver quelqu'un qui mette tout le monde d'accord en trouvant une solution. Dès 1595, donc fin du XVIe, les Juifs de Pologne se considèrent en droit de s'occuper, de régenter tous les aspects de la vie juive. Ça va aller très très loin, ça, et ça va poser des problèmes. Superviser la conduite, mais aussi sanctionner les transgressions. Les réglementations s'occupent du commerce et de ses usages, des taux des prêts consentis aux non-juifs. Qui sont les juifs qui ont le droit à la tzedaka? Qui doit la payer? Fixer les limites, ça c'est intéressant, les limites de pénétration des juifs dans les quartiers non-juifs. Il faut croire que c'était peut-être un peu dangereux. Et comment réagir aux insultes? Et la dernière fonction pour la bonne bouche, comment empêcher les gens de jeter les déchets dans la rue par-dessus le muret de leur maison? C'est humoristique, ça vaut le coup de le citer. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, à Poznan, on entretient des médecins, un chazan, des intendants, des sages-femmes, des gardes juifs et non juifs. Donc, vous voyez qu'on se prémunissait contre les exactions antisémites, anti-juives. Et puis un sophère. Évidemment, le plus grand salaire était destiné au Av Beddin, ça c'est logique. Et il y a également des chevrot, des associations, des sociétés. Chevra Kadisha, ça vous connaissez, il y a beaucoup de chevrot. Par exemple, et ça c'est assez intéressant aussi, en 1640,
Il y a une chevra des barbiers chirurgiens à Cracovie, dont la fonction essentielle est d'empêcher les charlatans d'exercer la profession. Donc, on vérifie la compétence des gens avant de les laisser travailler. Ces associations sont bien organisées, les grandes communautés forment une espèce de parlement, si vous voulez, vraiment une autonomie, ou une cour suprême du judaïsme polonais qui étend sa juridiction sur les plus petites communautés. Ce système des Arba Arzot, Vad Arba Arzot, va perdurer jusqu'en 1764. Donc assez longtemps, à peu près 150 ans, où il y aura une gestion tout à fait autonome de la communauté juive de Pologne par un système agréé par le roi. Alors, 1764, vous voyez qu'on est déjà beaucoup plus loin, l'antisémitisme est bien ancré en Pologne, oui, mais il y a toujours quand même cette autonomie juive, ce qui signifie une puissance. Après, les choses vont beaucoup se dégrader. Ce pouvoir juif centralisé, évidemment, suscite des contestations, vous imaginez bien, et des querelles intestines. Nous sommes des spécialistes de ce genre de querelles. Des tensions naissent entre les riches qui sont au pouvoir et les autres, évidemment. Vous savez, quand il s'agit de ramasser l'impôt collectivement, vous imaginez bien qu'il y a toutes sortes de corruptions qui se font, que les uns payent plus, les autres payent moins, et ce n'est pas toujours tout à fait équitable. Il y a des tensions entre les communautés rurales et les communautés urbaines. Ça, c'est important et je vais vous l'expliciter tout de suite. Ces tensions apparaissent d'ailleurs en filigrane dans les réglementations. Par exemple, les pauvres sont maintenus dans les fonctions domestiques. Ils ne peuvent pas sortir de leurs fonctions domestiques, sous peine de perdre les avantages de la tzedaka. Voilà, donc on les maintient dans leur état de pauvreté. La tzedaka, c'est par exemple la dotation pour le mariage des enfants. Quand on n'a pas beaucoup de revenus, c'est extrêmement important de pouvoir y faire appel. De la même manière, les vagabonds, qui étaient une population importante en Pologne, sont maintenus dans leur statut par ce système de tzedaka qui les maintient et qui leur interdit de sortir de leur état. Il y a aussi des tensions entre les rabbins. Alors ouvrez bien vos oreilles. Entre les rabbins, pour qui l'étude de la Torah est un idéal et un gagne-pain fondamental, c'est un idéal absolu, et les maîtres de maison, les balais bâtim, les maîtres de maison fortunés, qui dirigent la communauté. Il y a des frictions entre, si vous voulez, des juifs intégrés et puis des juifs repliés sur eux-mêmes. Suivez mon regard. Le rabbin Yoel Sirkes, il a un acronyme, c'est le BASH, écrit en 1620 2 lettres aux dirigeants qui se rencontrent à la foire de Lublin. J'ai oublié de vous dire que les dirigeants du Vad Arba Arzot se rencontrent 2 fois par an à Lublin pour discuter des problèmes qu'il peut y avoir et les résoudre en commun. Par exemple, ils vont discuter de la bataille qu'il y a entre Jacob Emden et le rabbin Eibeschutz, qui est accusé d'hérésie, de vendre des amulettes, etc. Finalement, ils vont trancher qu'Eibeschutz ne fait rien d'illégal. Il y a beaucoup de débats de ce genre-là qui sont débattus à Lublin. Alors, le rabbin Sirkes tente de restreindre le pouvoir des laïcs, appelons-les comme ça, ou des non-rabbins, leur pouvoir de prononcer un chérem sans accord préalable des rabbins. Ce n'est pas tout à fait injustifié. Un chérem, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il n'appartient pas à quelqu'un qui n'a pas les compétences forcément en Torah de décider du chérem de quelqu'un. C'est une décision excessivement grave, le chérem. C'est une mise au banc de la communauté. C'est l'exclusion de toute relation sociale dans la communauté, l'exclusion de la synagogue. C'est très, très grave, le chérem. Donc, on ne peut pas le prononcer comme ça à la légère. Alors, il y a ce bagarre, parce que les non-rabbins prennent des décisions de ce type et les rabbins ne sont pas d'accord. Le Maharal de Moravie critiquait aussi cette pratique des dirigeants d'imposer leur réglementation sans l'avis des rabbins.
Maharal de Moravie, vous savez qui c'est le Maharal de Prague. Si je résume la situation pour essayer d'être le plus clair possible, en 966, arrive sur le trône de Pologne Mieszko, le premier de la dynastie des Piast, qui se convertit au christianisme. C'est la naissance de la Pologne moderne, si vous voulez. Au XIe siècle, Cracovie est désignée comme capitale. Le dit Mieszko reçoit très bien les Juifs, qui viennent essentiellement à l'époque d'Allemagne. Les premières installations juives seront d'abord les Radhanites dont je vous ai parlé et des marchands juifs qui arrivent en Pologne en venant notamment d'Allemagne. En 1264, le statut de Kalisz de Boleslas le Pieux ouvre vraiment les portes de la Pologne aux Juifs en leur accordant des protections, des privilèges, des avantages, des droits, même le droit de frapper monnaie. Ils sont parfaitement bien accueillis. Plus que ça, même. Ça, c'est en 1264. C'est une période faste pour les Juifs. Et un petit peu plus tard, avec Casimir, on aura Estherka qui sera sa maîtresse et qui favorisera là aussi encore le sort des Juifs. Entre 1333 et 1370, on a le règne de Casimir, Casimir le Grand, une Pologne prospère et des Juifs de plus en plus prospères également. En 1364, c'est la fondation de l'université de Cracovie. Je crois que c'est la première université en Pologne. 1364, pour vous faire un parallèle, l'université de Montpellier a ouvert autour de l'année 800, 5 siècles plus tôt. Et le retard au départ de la Pologne. En 1385, la reine de Lituanie épouse le roi de Pologne. La Lituanie et la Pologne forment dorénavant un seul pays. C'est l'Union polono-lituanienne, qui va durer jusqu'en 1795, donc très très longtemps. À cette occasion, on a l'installation de Juifs en Lituanie, très très bien reçue, là aussi. Fin du XIVe siècle, d'accord? Ensuite, nous avons entre 1559 et 1580, donc XVIe siècle, deuxième moitié, des libertés uniques qui sont accordées aux Juifs, une autonomie avec le Conseil des 4 pays et également le Conseil juif de Lituanie. En 1569, c'est l'union de Lublin, donc la concrétisation de ce Vad Arba Artsot, et la Pologne et la Lituanie réunies sont un des plus grands pays d'Europe en surface, pas en population. En 1570, on a ce conseil, mais on a aussi des villes qui déclarent non tolerandis pour les Juifs. Donc, ça commence à devenir un petit peu aigrelet. 1587, c'est le début de la dynastie des Vasa. 1596, Varsovie supplante Cracovie comme capitale de la Pologne. Assez logique d'ailleurs, parce que Varsovie a une position géographique plus centrale, vraiment centrale de Pologne, alors que Cracovie est au sud-est. Voilà pour les points essentiels de cette histoire de Pologne. Et j'en viens à Chmielniki. On va commencer, on ne va pas le terminer ce soir, mais on va commencer à l'aborder. À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, les nobles polonais entreprennent de coloniser l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un énorme pays, désertique, il n'y a rien, il n'y a rien. Très mauvais climat, très difficile. Alors, il y a quand même des antisémites déjà en Ukraine, heureusement. Ils s'appellent Mizinski et Mogiewski au XVIIe siècle. Mais beaucoup de Juifs de Pologne vont s'installer en Ukraine parce que c'est une très bonne opportunité.
Et on a deux chiffres. Avant 1569, il y a environ 4000 juifs répartis en Ukraine, dans 24 localités, pas beaucoup. En 1648, 60 ans plus tard, on trouve 51 000 juifs dans 115 localités. Ça devient un chiffre significatif. Au XVIIe siècle, plus de 50 000 juifs, c'est un chiffre important. Alors, certains colons polonais sont agriculteurs et ils viennent profiter de la main-d'œuvre locale, évidemment. Et ils font également venir des juifs qui sont dociles et qui sont extrêmement utiles pour le commerce. Donc, tout ça se met en place. On a un occupant polonais, des ouvriers polonais, des serfs ukrainiens, des juifs entre les deux qui vont faire du business, qui vont faire aussi parfois de l'agriculture. Sauf que sur ces terres désertiques, battues par tous les vents, un climat épouvantable, pauvre et tout ce que vous voulez, il y a quand même des habitants. Il y a des habitants, il y a deux types d'habitants. Il y a des paysans, des petits paysans qui ont une exploitation pour leur autonomie vivrière. Et puis il y a des Cosaques. Ah, les Cosaques, la plupart d'entre eux sont des éleveurs de chevaux, nomades ou semi-nomades, des gens paisibles, il n'y a pas de problème, à l'époque. À l'époque. Et pour les nouveaux immigrants qui arrivent, la vie est dure, beaucoup plus dure qu'en Pologne. Les étendues, encore une fois, sont désertiques, le climat est épouvantable, l'existence fruste, les voisins, pas très sympathiques, assez hostiles, parce que les paysans, ou même les Cosaques qui sont semi-nomades, ne voient pas d'un bon œil coloniser leur pays, et nécessité se fait jour de se défendre. Le roi pousse les populations à se défendre elles-mêmes. C'est là qu'intervient l'histoire des synagogues construites sous forme de forteresses. Et en 1626, le roi autorise les Juifs de Luck c'est loin, en Ukraine, de fortifier leur synagogue. Il ne les autorise pas, il les incite à la fortifier, de même à Lublin et d'autres villes. En 1632, Ladislas est nouveau roi de Pologne. Alors c'est un homme qui est tolérant et il aurait vraiment pu gagner la confiance de ses sujets, y compris en Ukraine, en terre conquise. C'est un type intelligent, ouvert, tolérant, mais il se lance dans une aventure invraisemblable, complètement hasardeuse, une guerre. Il rêve de mener la croisade contre les Turcs. Turcs qui ne sont pas juste à côté, ils sont un petit peu plus loin. Alors, il se met à dos les Zaporogues. Les Zaporogues, c'est l'autre nom des Cosaques. Les Zaporogues sont les Cosaques du Dniepr, grand fleuve qui traverse la région. Et comment est-ce qu'il les met à dos? Il leur refuse toute représentation à la diète polonaise. Ça, c'est une erreur politique. Ces gens sont occupés, c'est vrai, il fallait leur donner une représentation politique. Elle leur est refusée. Et du coup, ils prennent ça très très mal, d'autant plus que les seigneurs polonais qui se sont installés en Ukraine pour la coloniser maltraitent vraiment les paysans. Donc, entre les Cosaques, auxquels on refuse tout statut, les paysans, les serfs qui sont maltraités, vous voyez l'association qui va se créer. Les Cosaques sont des orthodoxes grecs. Ce n'est pas des Grecs, ils sont de confession orthodoxe grecque. Ce n'est pas un groupe homogène, c'est plutôt un conglomérat plus ou moins structuré de Tatars et de Slaves de l'Est. Les Tatars dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le Streimel. Les Tatars sont musulmans, au passage, il faut le retenir. Ils sont musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Et le plus souvent, les Cosaques sont mercenaires au service de la Pologne pour garder les frontières avec de nombreux privilèges et des avantages de toutes sortes et une vraie considération en tant que mercenaires. Sauf que dès qu'ils sont démobilisés, ils sont renvoyés en Ukraine et retournent à leur statut de serfs. Ce n'est pas digeste.
quand vous êtes arrivé à un certain statut social, entre guillemets, ce n'est pas très élevé, mais une certaine considération, des privilèges, un salaire, et qu'on vous renvoie au statut de demi-esclave, ça ne passe pas très bien par l'estomac. Alors évidemment, ils sont très remontés contre cette Pologne, qu'une fois qu'elle n'a plus besoin d'eux, les renvoie gentiment à leurs chères études. Ils sont évidemment vassaux de la Pologne, mais ces Cosaques représentent un État dans l'État, littéralement, à tel point qu'ils se dotent d'une cavalerie augmentée de serfs qui fuient la Pologne ou la Russie, parce qu'en Russie, leur sort, il n'est pas triste non plus, et la troupe des Cosaques représente quelques dizaines de milliers de combattants. À l'époque, c'est une armée énorme, quelques dizaines de milliers de combattants. Ces hommes sont commandés par un hetman, un chef, si vous voulez, qui est élu, qui siège, excusez mon hébreu, à Tretchemirov. Tretchemirov, si vous ne le retenez pas, ce n'est pas très très grave. C'est une petite ville à côté de Kiev. Ça, c'est plus facile à retenir. Et puis, ils entrent en conflit avec les Polonais dans une partie de l'Ukraine dite pacifiée, c'est-à-dire une partie de l'Ukraine qui est complètement noyautée par les nobles polonais qui exploitent les terres. Alors, les Polonais possèdent de grands domaines, je vous l'ai dit tout à l'heure, les latifundia, qu'ils ont obtenus dans des conditions extrêmement avantageuses, peu de fiscalité, dispense du sens et dispense de la corvée, ça fait quand même beaucoup. Tout ça, les Ukrainiens sont obligés de le payer. Et surtout, sur ces latifundia, il y a une restriction drastique du nombre de Cosaques autorisés à demeurer, à habiter. Et ça, c'est une grande, grande faute politique. Ils sont évidemment de plus en plus mécontents et nous avons les premières insurrections, je m'arrêterai là-dessus ce soir, en 1630, 1637 et 1638. Nous ne sommes pas encore en 1648. Elles seront facilement matées par les troupes polonaises et suit là une paix dorée, une paix de 10 ans en faveur des propriétaires des latifundia, pas en faveur des Ukrainiens, très heureux d'avoir chassé, je reprends leurs termes, ces rustres de leur terrier. Les Cosaques enregistrés, c'est-à-dire les Cosaques bénéficiant du droit de résider, passent de 40 000 à 6 000 en 1625. Donc, vous avez là 34 000 Cosaques qui sont littéralement expulsés des régions où ils avaient l'habitude de loger ou de nomadiser. C'est irrecevable, irrecevable pour ces gens qui n'ont rien demandé à personne au départ. Alors évidemment, il y a des protestations qui prénudent au premier soulèvement. En 1637, les Cosaques, soutenus par les serfs, s'en prennent aux Juifs? Non, ils s'en prennent aux nobles. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Cette révolte de Chmielniki a coûté excessivement cher aux Juifs, et nous en reparlerons la prochaine fois, mais au départ, c'est d'abord une révolte contre les nobles, et ils vont faire beaucoup, beaucoup de casse dans les régions, dans les rangs de la noblesse. Ils se révoltent contre les nobles qui les haïssent. Ils confondent, alors là c'est plus ennuyeux, et c'est là qu'on arrive à nos juifs, le maître catholique et l'intendant juif. L'intendant, l'idée c'est d'attaquer les nobles polonais. Mais dans la foulée, on considère le maître, l'intendant juif, comme l'associé, comme le représentant, comme le défenseur des intérêts et uniquement des intérêts du noble polonais. Donc, ils sont mis dans le même sac et un petit peu plus. Un chroniqueur juif écrit à l'époque « Le peuple grec », ça c'est important, il ne parle pas des Cosaques, il parle du peuple grec, c'est-à-dire que nous avons là également une guerre de religion. Les Cosaques sont orthodoxes, les Polonais sont catholiques. Et après, on aura encore le problème des protestants et le problème des arianistes.
Mais là, il y a une rivalité entre orthodoxes et catholiques. Donc, il parle, le peuple grec était méprisé et abaissé par le peuple polonais et les Juifs. Même les humbles fils d'Israël, d'habitude eux-mêmes asservis, exerçaient sur eux leur pouvoir. Et c'est très possible. C'est très possible. Ça n'autorise pas ce qui s'est passé, mais tous les Juifs n'étaient pas intendants. C'était une minorité, mais une minorité qu'on voyait, évidemment. Et je reprécise, on parle des Grecs, on ne parle pas des Cosaques. Donc, il s'agit d'un conflit religieux. Voilà, ben, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous en ai déjà raconté beaucoup. La prochaine fois, on verra la suite des Schmeldiki et on va rentrer ensuite progressivement dans le vif du sujet, la suite de toute cette histoire. Voilà, alors il y a une prochaine fois avant Rosh Hashanah, je vous rassure. Et il n'y a pas de cadeau sur les cours. Toutes les fêtes tombent très bien, on ne ratera aucun cours. Voilà. Si vous avez des questions, je vous Toda réponds Rabba, merci beaucoup, Georges. volontiers. Voilà. Vous pouvez ouvrir le micro, poser vos questions. Il faut ouvrir les micros. Média. Voilà, il faut ouvrir ton micro. Oui, Paula. Voilà. Il est ouvert? Ah non, je ne sais pas où il est. Oui, 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 il est ouvert maintenant. Non, non, c'est bon, il faut que je m'en aille. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. D'autres questions? André, tu n'as Eh ben, rien? merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. Ben, il faut ouvrir ton micro, André. Georges, bonsoir. J'ai pas de question, une petite remarque. Dans ton introduction générale sur le Shtetl et les grandes villes, tu as eu une petite réflexion, comment dirais-je, désagréable pour les Shtetl en disant qu'il y avait un côté qui était plus évolué que l'autre. En ville, il y avait les villes plus évoluées et le Shtetl. Alors, pour les périodes, pour les débuts, probablement que le Shtetl accusait un retard important. Mais on voit à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le Shtetl être lui-même un véritable nid d'échange d'idées. Au début du D'accord. XXe siècle, dans le moindre Shtetl, il y avait plusieurs journaux en yiddish qui étaient publiés. Et très vite, au début du XXe siècle, ils ont été le reflet des luttes politiques et religieuses qui existaient au sein de la communauté Existait juive. dans les villes. Mais Entre c'est les au communistes, 19e, André. C'est au 19e, on n'y est pas 19e. encore. On n'y est pas encore. Non, non, mais tu as parlé du Shtetl et des villes en général. Je Mais veux dire, c'était dans les il grandes y a villes. eu une activité intellectuelle incroyable dans les Shtetl qui Oui. n'existait pas dans le monde gentil. Je dis que la dernière fois, j'avais cité Dubnov, qui parlait du judaïsme polonais se définit par une incroyable foison d'idées de toutes sortes Dans tous d'ouvertures les sens. dans tous les sens. C'était la description de Dubnov. Simon Dubnov, un historien qui est mort en déportation en 1941. Voilà. Mais on y viendra. Merci André. Voilà. Pas d'autres questions? Ben, on espère une quinzaine meilleure. Amen. Israël et Hutzlaretz aussi. Amen. Toda Rabba. תודה רבה, Merci beaucoup à יישר tout le monde. כוח, Bonsoir. יישר כוח. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Bonsoir.